Jacques Osler, soyez le bienvenu. Bonjour Jean-Louis. Parlons d'Europe. Vous revenez ce soir sur la venue du pape à Strasbourg. C'était le 25 novembre dernier. Oui Jean-Louis, le pape est venu, non pas en France, mais il est venu en Europe. Devant le Parlement européen d'une part, puis devant le Conseil européen d'autre part. Aujourd'hui, je ne voudrais parler que du Parlement européen. Est-ce qu'on peut revenir, Jacques Osler, sur la genèse de ce déplacement du pape François ici à Strasbourg? Oui, Jean-Louis. Je vais parler d'ailleurs de la genèse des relations entre l'Église et l'Europe. Nous savons tous que Jésus a ressuscité Lazare. François a tenté de ressusciter Benoît. Lazare était mort, Benoît vit encore. Mais il n'a plus la fougue de sa jeunesse, il n'a plus le dynamisme d'autrefois, il n'a plus la foi ni confiance en lui, et bien sûr, ses projets et ses réalisations s'en ressentent aujourd'hui. Alors François, c'est notre pape, Benoît, c'est l'Europe, parce que Saint Benoît est le saint patron de l'Europe, comme en témoignent les choix de ce prénom par Benoît XV, puis par Benoît XVI. Dès le début, l'Église a approuvé et encouragé la construction de l'Union européenne. Elle l'a fait parce qu'elle ne voyait pas d'abord une organisation économique. Elle voyait un rapprochement des hommes au service d'une consolidation de la paix, au service du respect de la dignité de la personne, et enfin au service de la construction d'un État de droit, d'un État démocratique. Ces valeurs de paix et de respect de la dignité de la personne font partie du patrimoine spirituel de l'Église depuis ses origines. C'est un peu moins vrai en ce qui concerne la démocratie. Par exemple, c'est Léon XIII qui, dans les années 1892, a invité les catholiques français à se rallier à la République. On a ainsi baptisé la République déjà proclamée depuis plus de 20 ans. Pie XII a fait preuve de davantage de discernement, qui a perçu le projet politique de rapprochement des hommes derrière les projets économiques de la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et derrière la CE, Communauté économique européenne. Et il a soutenu cette union. De plus, les pères fondateurs sont des démocrates chrétiens, pratiquants et fervents, comme Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Jean Monnet, lui, est plutôt social-démocrate, et il fait exception. Mais disons qu'il est racheté par sa sœur, une religieuse, une des deux seules femmes invitées comme observatrice au Concile de Vatican II, ce qui la fit baptiser la monnaie du pape. Cette inspiration religieuse fut un temps dénoncée comme une conspiration à l'origine d'une Europe vaticane. L'Église voyait-elle dans cette union une résurrection de la chrétienté qui avait recueilli l'héritage de l'Empire romain et qui, par la paix de Dieu et la trêve de Dieu, avait adouci la brutalité médiévale. Voilà donc rappelé les racines chrétiennes de l'Europe, exclues d'ailleurs du préambule du projet de constitution, à la demande entre autres de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, et ce, malgré la déploration de Jean-Paul II. Mais Jacques, quel était le sens du message pontifical délivré ce jour-là ? Jean-Louis, une sorte de renaissance. L'image qui illustre le mieux le sens du message pontifical est celle que François a lui-même proposée. Il s'agit de la fresque de Raphaël représentant l'école philosophique d'Athènes. En fait, Platon et Aristote débattant en déambulant. C'était l'école des péripatéticiens. Alors Aristote avance le bras devant lui, orienté vers ici-bas, c'est-à-dire vers l'avenir terrestre, vers l'action et l'efficacité. C'est un technocrate avant l'heure, un véritable Juncker avant Jésus-Christ. Platon, lui, pointe son index vers le ciel, en rappel de la nécessaire spiritualité qui doit inspirer et guider l'action et lui insuffler l'énergie vitale indispensable à son accomplissement et à son plein succès. La perte de vue de ces valeurs a fait que nous sommes désorientés, ne sachant où aller ni quoi construire, orphelins de projets, fatigués d'agir à la merci des déconstructeurs et des tentateurs. Le pape invite à faire grandir l'identité européenne pour recouvrer la confiance dans les institutions et le projet de paix et d'amitié. Il poursuit « L'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne non pas autour de l'économie,
mais autour de la sacralité de la personne humaine et des valeurs fondamentales et inaliénables. En synthèse, la redécouverte des racines communes et historiques entre l'Église et l'Europe doit permettre la reprise d'une croissance vigoureuse exemplaire. Mais Jacques, comment a été reçu ce message du pape François ? Disons dans l'unité et dans la diversité. Unité du discours, diversité des perceptions. Certains, comme Jean-Luc Mélenchon, ont contesté la prise de parole du pape, un chef religieux, rendez-vous compte, et chronologiquement pas le premier, devant le Parlement européen, laïque par principe. Pourtant, François s'est efforcé de s'exprimer en autorité morale plus qu'exclusivement religieuse. Il s'adressait à tous les hommes de bonne volonté, et pas seulement aux catholiques, de pratique ou seulement de culture. Il illustrait ainsi la qualification que Paul VI avait portée sur l'Église, experte en humanité. Bien que parsemée çà et là de considérations réalistes, l'exhortation papale relève essentiellement de l'éthique de conviction, qui se veut absolue et n'envisage pas de compromis d'action. Cela tient à son rôle et à la nature de son intervention, une exhortation. Il appartient aux destinataires, c'est-à-dire nous-mêmes, hommes politiques et citoyens européens, de s'en inspirer en pratiquant toutefois une éthique de responsabilité qui, elle, compose avec les réalités. En son temps, Michel Rocard l'avait bien dit, la France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit assumer sa juste part. En péroraison parodique, François Scoubenois, cambre-toi, fier si courbe, et même si le monde européo-centré s'achève, restaure la confiance, achève ta mission de rester la référence pour l'humanité du bien commun. Comme l'a dit Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors et ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'Europe doit civiliser la mondialisation. Jacques Oessler, merci. Je voudrais quand même rappeler que l'on peut retrouver cette chronique à la fois sur Jéricho, bien sûr, mais aussi sur un site dédié. Oui, Jean-Louis, mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques Oessler et à dans 15 jours.